Mercredi, le 4 septembre, bienvenue en prenant votre café. Pourquoi je le chante? Je fais comme les gens du Lac-Saint-Jean. Vous déjà remarqué que les autres, ils parlent en chantant? Mais hé, comment ça va, toi? J'adore le Lac-Saint-Jean. J'adore le Lac-Saint-Jean. Le gel des travailleurs étrangers, tiens, on avait oublié certains endroits. Tu sais, quand on fait une règle, va vite, là. On va parler de ça. Collègues qui ne travaillent pas, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Hein? TELUS en présentiel dans Rimouski, le syndicat n'est pas content. J'adore le journaliste Francis Veil de la presse, mais ce matin, il l'a échappé en parlant de la rémunération des directeurs d'école. Je vais vous parler de ça. La FIC et la mobilité des travailleurs, le tribunal administratif du logement. Je vais vous parler pourquoi je n'aurai jamais de Plex, encore une fois. Chaque fois que je lis les journaux, j'ai une raison supplémentaire. Le 4 septembre 1957, on parle d'épargner les enfants. Volkswagen, Airbnb, Royal Mount, documentaire sur Elisabeth Rioux. Le mois de septembre à la bourse. Est-ce que vous êtes capable de vous excuser, vous autres? Quel beau week-end qu'on a eu. C'est la rentrée. Hier, enfin, il y avait de la bourse. Moi, quand il n'y a pas de bourse, ma journée est scrap. Littéralement. J'aime ça. Regardez ça. Hein? Ramasser beaucoup de pétales de tournesol. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais pas assez. Hein? Il faut que je fasse ma collecte de pétales de tournesol un peu comme on fait la collecte des feuilles de thé en Asie. C'est une vraie business qu'on a développé, commencé l'année passée, un peu plus cette année, puis j'espère encore plus l'année prochaine de s'organiser. Hein? Le problème, c'est que je n'ai pas besoin de travailleurs étrangers à l'année longue. Peut-être, mais ça ne me tente pas. Mais quand arrive ça, je peux compter sur du bénévolat, mais c'est pas du bénévolat que je peux compter quand il fait beau, quand il fait pas beau. Il faut les ramasser quand ils sont prêts. Et je vais voir l'année prochaine si... faut que je m'organise. J'ai un an pour m'organiser, pour en avoir pour l'année, parce que j'aime pas laisser de l'argent sur la table. J'aime pas laisser des opportunités de développer des nouveaux produits sur la table. Hein? Parlant de travailleurs étrangers, dans le lot, on a dit, OK, plus de travailleurs étrangers à Montréal. À part pour ci, à part pour ça. Mais il y a des travailleurs étrangers qui travaillent dans les garderies parce que personne ne veut travailler. T'sais, on va se le dire, là, le taux de chômage a beau augmenter. Là. C'est pas parce que le taux de chômage augmente qu'il y a une job de disponible que le Québécois va aller la faire. Hein? C'est ça qui est le problème. C'est exactement ça. Le Québécois ne veut pas toujours faire des jobs. On est obligé de faire venir des travailleurs étrangers. Là, la règle est arrêtée. Bien, regardez le bordel qui va pogner dans les garderies. Tu sais, quand on fait une règle, puis on l'applique rapidement, un peu comme les scooters, là, il fallait couper. Hein? Je ne suis pas contre les travailleurs étrangers. Mais c'est pas parce que tu les empêches que le travailleur, celui qui chiale le plus, là, dans les vox pop, là, vous voyez le style un peu, là, il n'ira pas travailler. Maudit, un voleur de job! Ouais, faut ça faire la job, toi? La réponse est pas mal non. Hein? Donc, c'est ça. Mais pourquoi que mon fil ne marche pas? Là? Une autre affaire. Des fois, Gaël, il vient jouer à l'influenceur, fait qu'il touche à mes affaires. Il touche à mon setup. Bref, hein, on va voir ce qu'il y en est. Mais le problème, c'est pas le fun de faire venir un travailleur étranger. Là. Hein? Faut que tu le loges, faut que tu lui payes son billet. Tu fais ça à contre-courant, à contre-cœur. C'est la dernière chose que tu veux dans la vie. Toi, ce que tu veux, c'est de placer une annonce que quelqu'un arrive. Hein? Donc, bon, OK, il vient d'allumer moi. Des petits problèmes techniques. Dans la presse aussi, il y avait un article sur un collègue de travail qui ne travaille pas. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Ça vous a déjà arrivé? Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Êtes-vous dans un environnement syndical? Oui. Bon, prends ton trou, fais rien. Hein? Mais ça m'est déjà arrivé quand je suis arrivé à Montréal, alors que je travaillais chez Marconi comme consultant chez DMR. Je t'ai envoyé chez Marconi. J'avais un collègue consultant là-bas aussi. Et on travaille ensemble. Puis je vois qu'il traîne la patte. Il vient d'avoir un bébé. Puis où il en attend un. Il y a de la misère avec sa blonde alors qu'il attend un enfant. T'sais, ils ont fait un bébé pour se réconcilier comme couple.
Quelle très bonne idée! Les enfants font séparer, rapproche pas les parents, là. Ça te montre tes différences assez rapidement. Si tu as un syndicat qui est là, on s'entend, tu l'endures, tu ne peux rien faire, t'es mieux de partir que de partir en guerre contre lui, puis que le syndicat monte un dossier. Un syndicat, ça ne monte pas de dossier, ça ramasse des cotisations syndicales pour voir s'ils vont monter un dossier pour faire sacrer quelqu'un dehors qui vont perdre une cotisation syndicale. C'est même pas, de toute façon, c'est pas dans leur livre de minutes, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais si tu n'es pas syndiqué, moi, je vais vous raconter l'histoire de X. On travaille ensemble. On a une grosse présentation à faire le vendredi. Et il y a un bug, c'est des logiciels. Il y a un bug, c'était pour le groupe Robert. Et ça ne marche pas comme il faut. Et en plein meeting, il me dit, ben moi, ma partie, elle marche, c'est la partie à François qui ne marche pas. J'ai fait comme, pardon. T'sais, quand tu fais du logiciel ensemble, là, c'est un travail d'équipe et c'était pas ma partie. Et surtout que je l'avais protégé plusieurs fois dans le passé, Bernard, justement, parce qu'il attendait un enfant, parce que si, puis après ça. Je dis, OK, tu veux jouer comme ça, mon chien sale, on va se le dire. Là. Je dis, OK, parfait. T'es réglé maintenant. Chaque petite gaffe, je m'assurais. Je ne travaillais plus avec lui en équipe, je faisais ma partie. Fait que toutes ces gaffes que je protégeais derrière ont sorti, ça a pris une semaine, c'est fait mettre dehors. Tu sais, des fois, on protège des gens et pour rien. L'affaire, c'est que dans une équipe, là, quand tu traînes quelqu'un, quand dans une équipe, dans une entreprise, tu parles toujours de la même personne, c'est que cette personne-là doit partir. Si les gens qu'on ne parle pas, là, c'est parce qu'ils font le job. Si tu en parles d'un collègue de travail tout le temps, là, il ne fait pas sa job. Donc, ça veut dire que c'est toi qu'il faut qu'il la fasse parce que l'entreprise a besoin que quelqu'un fasse la job. C'est un autre collègue qui va compenser pour cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il faut souligner des entreprises comme Goldman Sachs qui, à chaque année, mettent systématiquement entre 2 et 7 de leur staff à la porte, ceux qui sous-performent, justement parce que ça crée des climats de travail épouvantables. Il y a un centre d'appel de TELUS à Rimouski. Il y en a un autre dans ce coin-là aussi, Sainte-Marie de Beauce. Probablement pas dans le même coin, mais dans ce coin-là du Québec. Et là, TELUS ordonne le retour au travail, c'est dans le centre d'appel, le retour au travail au moins 3 jours par semaine en présentiel. Hey, le syndicat capote. Non, on a donné l'autorisation de travailler à 40 à 150 km. Les gens vont perdre la job. C'est pour une délocalisation. Tu sais, à un moment donné, là, OK, un boss a le droit de jouer au boss. OK? Et il a le droit de décider où vous allez travailler et quand vous allez travailler. Maintenant, ça vous appartient de quitter ou de rester. Quand le syndicat dit on a eu l'autorisation à des gens qui habitent à 150 km de faire du télétravail pour faire le service à la clientèle, ça, c'était peut-être il y a 3 ans. Maintenant, c'est plus possible. Ça restait, c'est pas un droit acquis, là. Ça reste toujours un choix, un test. Puis si l'entreprise n'est pas rentable, puis on le voit que le télétravail n'est pas fait pour tout le monde, que c'est difficile à gérer pour certaines affaires. Dans un centre d'appel, tu peux gérer des données. Mais crois-moi, là, il n'y a rien de mieux qu'un superviseur qui marche sur le plancher. Je le sais, j'ai été là-dedans. Donc, tu as beau regarder des statistiques, des rapports, on a tonnes. Mais à un moment donné, il faut que tu marches le plancher. Coudon, lui, il est en not ready, supposé faire du papier. Il n'est pas là. Regardons ça, il est en train de fumer. C'est un superviseur qui fait sa job, qui marche son plancher. Pas pour surveiller, pour aider, par en même temps. Quand tu as des gens qui travaillent dans un travail à la chaîne, comme un centre d'appel, où les statistiques sont importantes pour le service à la clientèle, puis la rentabilité de l'entreprise, bien, ça fait une différence. Est-ce que l'entreprise TELUS a le droit de ramener le monde au bureau? Ben oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris la chance? Il ne faut pas oublier, là. Tu prends une chance si tu te pousses à 150 km ou à 1000 km de ton travail, là. C'est ton risque à toi, pas le risque de l'entreprise. Si l'entreprise ne contrôle pas où tu habites ou tu n'habites pas, c'est pas, on n'est pas dans un pays communiste. Si jamais l'entreprise va dire, toi, tu habites trop loin, je ne veux pas t'avoir. Moi, si tu veux travailler à partir de Montréal, là, tu veux venir travailler à la ferme, puis je t'embauche, ben c'est ton problème à toi, pas le mien.
Cependant, si j'ai le choix de m'embaucher quelqu'un de local, parce qu'à la première tempête de neige, on s'entend, tu ne viendras pas. Puis à un moment donné, le coût de transport fait que ça n'a pas de sens. Que tu vas partir, tu ne resteras pas là à long terme. Donc, un boss a le droit d'être un boss à un moment donné, puis dire, bon, ben là, vous allez travailler dans ma face. Que vous aimez ça ou pas, que les syndicats aiment ça ou pas, ce n'est pas un droit acquis. Puis je pense qu'il faut travailler fort avant qu'un juge décide que ça, c'est permis, puis que c'est l'employé qui va décider où ce qu'il veut travailler, que l'entreprise n'a pas un mot à dire. Ça va arriver, hein? Ça va arriver. Croyez-moi, ça va arriver. Francis Veil, un journaliste que j'aime beaucoup dans la presse, fait un article. Il a travaillé fort, mais on va se le dire, il a travaillé pour rien. Hein? Il compare la rémunération des directeurs d'école publiques versus privées. Un directeur d'école publique, là, gère des élèves. Les professeurs sont gérés par la commission scolaire. Okay? Ils gèrent des chicanes. C'est à peu près ça qu'il fait. Là, j'exagère un peu, bien entendu. Là. Il y a des directeurs qui vont m'arracher la tête. Là. Mais vous comprenez, on va simplifier ça pour être capable de comparer. Qu'est-ce qu'un directeur d'école privée fait? Cherche du financement, s'occupe du building, embauche des professeurs, les congédie. Ben oui, ça arrive, il congédie. Hein? Faut qu'il gère tout ça. Il est un entrepreneur. Okay? Il est un CEO d'une entreprise. Ça ne se compare pas pantoute. Est-ce qu'ils vont avoir plus d'argent? Bien, c'est sûr qu'ils vont avoir plus d'argent. Ils gèrent. Et c'est ce que tous les directeurs d'école au Québec devraient faire, gérer le building, comme en Alberta. C'est ce qu'ils font. Ici, ce n'est pas eux autres qui gèrent le building. Ils gèrent des chicanes. Un directeur d'école, une directrice d'école ici gère des chicanes. C'est en plein ça. Donc, on ne peut pas comparer, Francis. Ton article, il va juste... Le problème avec ce genre d'article-là, là, il amène juste... Puis je ne défends pas personne de moi, là. Il amène juste... Ouais, c'est... Hein? Tu veux, regarde, parce que c'est financé à 50 %. Ah oui, c'est vrai que c'est financé à 50 %. Mais quand tu regardes, c'est plus rentable l'école privée parce que les caves comme nous, c'est pas parce qu'on s'en va à l'école privée qu'on demande un congé de taxe scolaire. Là. On paye la taxe scolaire, on paye pour tous les services et on s'en va à côté pour payer encore plus. Fait que non, c'est normal que les directeurs d'école gagnent plus. C'est normal. Très normal. Puis regardez, allez voir les écoles. Allez voir les écoles privées, ils ont l'air de quoi? Vous allez tout comprendre. Hein? Quand c'est géré localement et non pas par 8 corps de métier un petit peu plus loin. Il y a un conseiller à la Ville de Montréal qui s'appelle Serge Chasseville qui est indépendant puis qui demande aux citoyens d'envoyer des photos. Il publie sur les réseaux sociaux. Et il n'est pas membre d'aucun parti. Puis là, la Ville de Montréal chiale après parce qu'il dit « Tu devrais être positif. Mettre des belles photos à la place. » Mais il dit « Mais non, la réalité, c'est qu'il y a des remords, il y a des seringues puis des poubelles. C'est ça que je montre. » Stéphane Laporte, dans la presse, fait un plaidoyer pour qu'on commence à aimer Montréal. Ça commence à ressembler à une campagne de « Si tu n'aimes pas Montréal, tu es contre Montréal. » Voyons, ça me pique. C'est pas ça pantoute. On dirait que l'administration Plante a payé des gens pour que... Et là, hein, je viens de voir qu'il y a de la brume dans mes lunettes. Si la Ville de Montréal n'aime pas ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, ça ne tente pas d'envoyer des gens pour ramasser. Ça ne tente pas d'avoir une escouade propreté qui se promène puis qui ramasse constamment. Hein? On l'a la réponse. Là. On n'aimera pas Montréal parce que vous nous demandez de l'aimer. On va l'aimer parce qu'elle est belle, parce qu'elle est propre, parce qu'il n'y a pas de cône orange partout tout le temps, parce qu'il y a des projets d'envergure, parce que les taxes sont raisonnables. C'est nous autres qui va décider. C'est pas en nous faisant essayer de nous taire, parce que la gauche attire souvent sur le communisme. Hein? Donc, ils veulent faire taire. Non, il faut que tu dises que c'est beau, parce que j'ai dit que c'était beau. Si je dis que c'est beau, ça va être beau. Je vais me lever le matin, puis je vais me dire, je suis beau, je suis capable. Pas de vent. Oui, mais regarde-toi le miroir. Regarde-toi dans le miroir. T'es beau, t'es fin, puis t'es capable. Répète-toi ça. Hein? Sois positif. Vois pas le verre d'eau à moitié plein. Vois-le à moitié vide. Vois-le à moitié plein. Ou vois-le débordant. La pensée magique, hein? Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Tu vois
dans quel pétrin tu es, tu le corriges. Moi, comment vous pensez que je fonctionne comme entrepreneur? Je vois les problèmes, je les corrige. Hein, tu dis, t'es pas une ville. Ben oui, mais même avec 3000 employés, là, on commence à être une ville. Hein, avec le centre d'appel, ben, je voyais le problème, je le corrigeais. Hein, t'étais trop petit. Ben, on était 3000. Je pense que là, ça marche plus. J'aime ça être positif. Mais pour être positif, il faut que je vois le négatif puis je le corrige. C'est comme ça. Hein? Comme ça. Sonia Lebel a décidé, elle aussi, de sortir dans les journaux, étant donné que le syndicat sort dans les journaux pour expliquer les négociations avec la FIC, hein, les infirmières. Et elle dit, bien, on a besoin de la flexibilité, comme on a obtenu avec les professeurs. Bon, on va se calmer, là. On cherche encore des professeurs, puis la flexibilité, c'était de passer du 20 août au 8 août pour l'assignation des classes. On va se calmer, il n'y a pas eu de flexibilité pantoute, là. Il n'y a rien de changé dans le réseau d'éducation par rapport à la grève l'année passée. Hein. Rien, rien, rien. Donc, elle dit, bien, on a besoin de la flexibilité des infirmières, puis c'est important. On ne l'aura pas, la mobilité puis la flexibilité. Ils ne l'auront pas, là. Ils vont signer en nous faisant croire qu'ils vont l'avoir et on va avoir encore recours à des agences privées pour envoyer des infirmières d'ici à Montréal, sur la Côte-Nord, en Outaouais, en Abitibi, un peu partout. Si elle le veut vraiment, ça va être une négociation extrêmement dure où elle va dire, regarde, il n'y aura pas de négociation, c'est ça qu'on veut, ça ne se négocie pas. Dans une convention collective, il y a des choses qu'on peut négocier, tu vas dire, OK, parfait, ça, là, ça ne se négocie pas. On n'enlève pas une virgule là-dessus. C'est ce que le système de santé tout croche a besoin, selon nous. Puis that's it. On ne négocie pas ça. On va voir. Mais là, ça commence à utiliser les journaux. Donc, qui dit vrai, quelle position qu'on va prendre? Bien, moi, je prends la position que maintenant, on a besoin de la flexibilité. Si on va enlever les agences de santé, là, les agences de santé sont venues offrir une flexibilité que le réseau n'offrait pas. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ils ne sont pas nés parce que pour faire de l'argent. Ils sont nés parce qu'il y avait une nécessité, il y avait un trou, et il y avait quelqu'un qui voulait faire de l'argent aussi, bien entendu. Hein? Un autre exemple, pourquoi je n'aurais jamais de duplex, hein? Ou de triplex, ou de quadruplex. Il y a un gars à Verdun, peu importe ses façons. Il achète un duplex, il veut l'habiter. Donc, il évince, il va au tribunal administratif du logement, l'affaire communiste qui existe. Il se dit, ben moi, je veux l'habiter, puis ma mère aussi. Donc, il évince les deux locataires. Parfait. Il habite là pendant 2 ans. Là, il dit, ben tiens, il a décidé de retourner quelque part. Fallait qu'il redemande au tribunal administratif du logement voir s'il pouvait le relouer. Il ne l'a pas demandé, puis il a décidé de le mettre sur Airbnb. Là, l'ancienne propriétaire, tu sais, l'ancienne locataire, elle, est comme la personne qui va jouer au casino derrière une machine pendant 3 heures. Hein? Puis là, elle regarde, elle ne gagne pas, elle s'enlève, le gars s'assoit, met 25 cents, cling, cling, le jackpot. Elle dit, hey, c'est à moi! Un coup que t'es parti, puis tes affaires. Hein? Quand même que 2 ans après, c'est revenu sur Airbnb, bah, hein? C'est pas de tes affaires encore. Tu étais locataire. Si tu veux que ça soit de tes affaires, tu deviens propriétaire. Mais il fallait qu'il demande au tribunal administratif du logement. Imagine-toi 2 ans après. Allô, ouais, pourrais-tu le louer? Tu voudrais que tu le reloues à l'autre personne au même loyer? Plus capable. C'est le genre de choses qu'on a mis trop de règles. C'est sincèrement. Là. On a mis trop de règles. Puis le journaliste, c'est bien, le gars a bien répondu. Là, pas de tes affaires. Non, ça m'énerve. À un moment donné, là, tu sais, c'est ton bien à toi. Je veux bien croire, ça prend des règles. Mais à un moment donné, on a peut-être mis un petit peu trop, puis c'est ce qui écoeure les futurs nouveaux propriétaires qui voudraient acheter ces duplex-là. Et là, on s'en va tomber sur la tête. C'est la rentrée scolaire, et qui dit rentrée scolaire, dit aussi, malheureusement, accident près des écoles. On va en avoir encore. Hein? Mais regardez, en 1957, affiche à respecter. Hein? Lentement, école, et on épargnait nos enfants. Encore aujourd'hui, en 2024, on va en avoir encore, cette semaine, des accidents près des écoles. On va avoir ça. Hein? C'est la rentrée, les gens sont impatients, ils vont regarder leur téléphone. Il y a un enfant qui va traverser trop vite. Les surveillants sont moins habitués de connaître qui est le petit tenant de la place. Avec la technologie d'aujourd'hui, j'en démords pas. Hein? Si j'étais
ministre de la Sécurité publique, il y aurait des photoradars partout autour des écoles. That's it. Une méchante belle place pour faire de l'argent, une méchante belle place pour ne pas pardonner. Hein, on ne peut pas mettre des polices partout, mais il faut à un moment donné, quand tu reçois une étiquette, là, aussi salé dans une zone d'école, tu vas comprendre rapidement le message de lever le pied. Donc, je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas ça autour des écoles. Tu sais, à un moment donné, tu veux protéger les enfants, puis tu veux faire de l'argent. C'est simple, c'est deux choses que le gouvernement veut faire. Il a besoin d'argent, il veut protéger. Pourquoi qu'on niaise encore qu'on ne met pas des photoradars en 2024? Hein? Volkswagen, une grosse nouvelle. Hein? Volkswagen qui veut fermer des usines en Allemagne. Le marché de l'automobile en arrache. Je vous en ai parlé hier en France, des ventes de moins 24 quand même, c'est énorme. C'est vraiment énorme, moins 24 pour le dernier trimestre. Volkswagen vend moins d'autos aussi. Donc, il y en a beaucoup d'usines en Allemagne, donc ils pensent en fermer des licenciements massifs. On va voir ce que ça va donner. Mais le marché de l'automobile vit une crise parce qu'on est en attente. On est vraiment en attente. Je fais partie du lot qui attend de voir qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce que j'achète? J'achète-tu, il n'y a plus de diesel dans mon cas. Est-ce que j'achète un camion à gaz en attendant? Je ne suis pas prêt à aller vers l'électrique encore, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que j'aime pas l'électrique, OK? Aller en campagne, c'est pas un problème pour moi, l'électrique. Ce que je fais, c'est le trajet que je fais le plus souvent, Montréal-l'Outaouais. Ça ne m'inquiète pas du tout. Je peux avoir une autonomie pour me rendre là-bas puis me recharger ici. J'ai zéro problème avec ça. Mais je donne des conférences aussi. Je vais aux États-Unis maintenant que mon gars joue là-bas. Donc, j'en fais de la route et c'est là que ça ne me tente pas d'avoir une électrique. C'est dans ces moments-là. Pas pour me déplacer. Ici à Montréal, je rêverais d'avoir une électrique pour ça. Mais ce serait un deuxième ou un troisième auto. Donc, puis puisque j'en veux rien qu'une, ben c'est ça. Hein? Fait que, on va voir ce qui va se passer avec Volkswagen, mais voilà. Airbnb, je suis quand même surpris. On va regarder le titre de Airbnb. Là. Je suis vraiment surpris que ce titre-là tienne la route avec toutes les nouvelles que personne ne veut dans leur cours. Hein? Volkswagen vient de faire, regarder le titre depuis le mois d'avril, descend de beaucoup. Hein? Beaucoup. Il est à la bourse de Francfort, je pense. Airbnb me surprend. Ben, surprend pas tant que ça. Regardez. Airbnb qui a déjà valu 167 en vaut maintenant à 116, mais il se maintient depuis le mois d'août, les derniers résultats. Hein? Et il n'y a pas une ville qui les veut. Hein? Là, c'est quelle autre ville qui ne le veut pas? Je pense que c'est Bruxelles. Donc, il y a des réglementations partout contre la location courte durée comme ça. Donc, comment Airbnb va pouvoir s'en sortir? Il va aller dans quelle ville? Montréal n'en veut pas, Québec n'en veut pas. Il n'y a pas grand monde qui en veut d'Airbnb, à part les voyageurs qui l'utilisent. Je n'utilise pas ça souvent, moi. Je suis encore un peu paresseux et j'aime bien aller dans un hôtel quand je voyage. Mais je n'investirais pas dans Airbnb. La vague est là, et c'est utile, mais il y a trop de chicanes par rapport à ça. Donc, on peut le voir à Barcelone, là, sur tourisme, et tout le monde qui est en maudit. Donc, même si tu es locataire et tu y vas pendant une semaine, 2 semaines, les locataires d'à côté vont te regarder de travers. Donc, non. Et enfin, la chose la moins utile qu'on avait besoin, c'était un nouveau centre d'achat. Mais ça appartient aux financiers derrière ça, le Royal qui voit le jour, enfin, cette semaine. Est-ce que ça va marcher ou pas? Il va y avoir du luxe là-dedans. Mais une des choses qui manque au Royal ce sont des logements. Ça faisait partie du projet, mais le maire de la ville de Montréal n'en veut pas de logement. C'est complètement capoté. Hein? On est en pénurie de logement. Il n'en veut pas. Et comment une seule personne peut décider que, alors que la ville en a besoin, ce serait un beau développement, il n'y en a pas. Donc, sans logement, est-ce que ça va fonctionner, cette affaire-là? Je ne sais pas. Hein?
Je ne sais pas. Mais bon, c'était déjà pas beau au coin de 15 et 40, le trafic. J'ai hâte de voir ce que ça va avoir de l'air. Mais ça vaut le jour, donc vous ne me verrez pas là. Dernière place que vous pouvez me voir, c'est dans un centre d'achat. Si vous me voyez dans un centre d'achat, arrêtez, prenez une photo, mettez ça sur les réseaux sociaux. Ça va faire un souvenir que ça se peut, hein, que je sois là. Hey, vendredi, je ne sais pas si je vais y aller, je pense pas. Je suis invité à la première de Elisabeth Rioux, le documentaire sur Prime. Et j'ai hâte de voir. Hein. Elisabeth Rioux, c'est une jeune entrepreneur du Québec de 27 ans qui m'impressionne. Elle a bâti quand même un reach de 1,5 million sur Instagram. Elle a une compagnie, je passe devant ses bureaux. À chaque fois, je m'en vais en campagne parce que j'arrête chez Bourassa, donc je prends la sortie numéro 28 au lieu de 31 de la 15 et je passe tout le temps devant ses bureaux. Puis bon, c'est des gros bureaux. Hein. Donc, ça fonctionne. Elle vend des maillots de bain, elle monte ses faufounes, là, si ça vous intéresse. Là. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Si c'est ça qui fait vendre, bien tant mieux, elle vend des maillots. Puis c'est elle, une d'elles qui est le mannequin. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder une petite fille qui avait, ça fait 10 ans qu'elle est en affaires. Et j'ai hâte de voir ce documentaire-là parce que ça montre quand même la pression. Puis faire du contenu pour faire des ventes, c'est un job qui est tough, hein? Qui est vraiment, vraiment, vraiment tough et qui demande un travail acharné de tous les instants. Vous le voyez, le nombre de contenus qu'on met. Bon, on met du contenu personnel, on met du contenu qui sont vraiment des pubs. Hein? C'est un peu, regarde, on a cette barre, ces savons-là d'automne. C'est purement, voici, c'est une offre qu'on a. Hein? Puis après ça, bon, on a du contenu intégré. Hein, où vous allez me voir travailler en train de ramasser des pétales. Bien, si vous me voyez ramasser des pétales, vous allez me demander pourquoi je ramasse des pétales, puis je vous dis, bien, parce qu'on fait une tisane. Et c'est comme ça. Donc, vous avez besoin du lifestyle. On a besoin de faire du placement de produits. Il y a une balance, puis je pense qu'on a la bonne balance. Hein. Il y a une femme, dimanche, j'ai mis une photo de moi avec mes cheveux avant Big Brother, puis mes cheveux aujourd'hui, la luisance qu'ils sont. Puis, je le vois, la différence. Il y a le frisé revient naturel. Mes cheveux se placent naturellement aussi. Le débat n'est pas de savoir si je retourne avec les cheveux courts. Là. Ça m'appartient. Puis j'aime les cheveux longs. Donc, mais il y a une madame m'a dit, là, t'en mets trop. Ah, mais suis-moi pas. Hein? Moi, ce que je regarde quand même, c'est l'engagement sur mes réseaux sociaux. Est-ce qu'on le fait comme il faut? Est-ce que je perds des abonnés? C'est sûr que je ne peux pas satisfaire tout le monde. Là. Je ne peux pas, puis je ne veux pas le faire non plus. Mais je le fais dans le respect. Je suis un magasin général. Donc, moi, quand je regarde un succès, vous me demandez, mais qui t'impressionne? C'est pas Elon Musk qui m'impressionne. Hein? C'est pas des Jeff Bezos. C'est pas ça. Là, je pense pas. C'est des coups de circuit, ces gens-là. C'est dans la stratosphère. Il ne faut pas penser comme ça. Mais quand je regarde le succès d'Elisabeth Rioux en ligne et comment elle a bâti une entreprise, c'est impressionnant. Et bien oui, je vais l'écouter le documentaire. Je ne sais pas si je vais aller à sa première, probablement pas, parce que je suis pas un sorteux. Fin de semaine, je m'en vais en campagne. Donc, mais si Marilyn veut y aller, on va y aller. Bref, ça commence vendredi, j'ai bien hâte. C'est 6 épisodes, donc j'ai bien hâte de regarder l'envers de la médaille de devenir influenceuse pour sa propre compagnie. Donc, voilà, parce que c'est la façon de faire aujourd'hui de se lancer en affaires. Il y a des gens qui vont se lancer, qui vont utiliser des influenceurs. Non. Tu fais tes shit toi-même et une fois de temps en temps, tu peux faire un peu de placement de produits, mais il faut que tu les choisisses. La plupart du temps, tu t'occupes de tes produits. Hein? Alors, on rentre dans le mois de septembre. Le mois de septembre, à la bourse, bien, on a hâte de voir. C'est normalement un des pires mois de l'année, historiquement, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on va voir. Hein? Parce que là, il y a l'euphorie de l'été. Cet été, ça a été chaotique. Là, on fait la rentrée. Donc là, les gens, le S&P 500, quand même, il est un peu surévalué. Quand je dis le S&P 500 est surévalué, c'est que les 500 compagnies qui en font partie, on pense qu'il va y avoir des profits plus élevés que ceux qui ont rapporté le dernier trimestre. Et ça, c'est de l'optimisme. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il est suracheté. Les gens payent une prime pour ce qui s'en vient. Si ça ne suit pas, si les résultats ne suivent pas dans 3 mois, bien, c'est là qu'on va avoir une dégelée. Donc, on va le voir vers au début octobre, si l'optimisme avait du bon sens, parce qu'on est très, très, très optimiste. Le nombre de gens qui sont devenus millionnaires à travers le Canada et les États-Unis, dans leur REER ou leur 401 aux États-Unis, a augmenté de 37 % quand même grâce à la performance de la bourse. Donc, c'est là l'optimisme qu'il faut faire attention. Hein?
Ça va en insolite. Êtes-vous capable de vous excuser? Hein? 4 personnes sur 10, même s'ils ont tort, sont incapables de s'excuser. Hey, puis ça tape-tu ses nerfs? Hein? Tu dis, ben voyons, feuille est blanche. Elle est rouge. Hein, si, elle est blanche. Tu sais, des genres de personnes comme ça, là, ça tape ses nerfs en tabarnouche. Des fois, on peut s'obstiner, puis à un moment donné, tu vois, ouais, t'avais raison, m'excuse. Hein? Pas facile de s'excuser. Mais il y en a 4 sur 10 des gens que, quand même, ils ont tort, ils s'excuseront jamais. Jamais, jamais. On les veut pas, ceux-là. Hein? On les aime pas, ces personnes-là. Hein? Et Harry, hein, le prince Harry, qui vit aux États-Unis, a appelé son ancienne garde rapprochée au UK pour dire « Tu pourrais-tu m'aider à corriger mon image? Hein? » Et là, ça s'est ébruité. Les journaux capotent. Harry veut revenir au UK. Les journaux capotent littéralement. Et Harry est obligé de faire une sortie. Il dit non, je reste aux États-Unis. J'ai fait appel à eux pour aider pour mon image. Fait qu'Harry, lui, sa stratégie, c'est de m'envoyer chier tout le monde. M'a dit que mon père, c'est un loser. Mon frère, c'est un tata. M'a partir aux États-Unis en boudin, m'a écrire un livre contre eux autres. Et là, après ça, je vais appeler mon ancienne équipe pour m'aider à refaire une image. Il n'est pas bien, hein? C'est plus d'un psy qui a besoin, plus qu'un redoreur. Il y aurait, comment il s'appelle, Clotaire Rapaille, là, celui que Régis Labaume m'avait déjà embauché pour Québec. Clotaire. Hey, savez-vous que les gens qui sacrent le plus sont reconnus comme étant les plus honnêtes et les plus confiants, les plus dignes de confiance, quand même, hein? Quand Rambo dit, toi, moi, c'est un casse à la gueule, c'est drôle, je fais confiance. Toi, moi, cravaté à la cravate de Montréal, il me l'a déjà dit. Fait que Rambo, on peut. S'il y a quelque chose qu'on peut, c'est que Rambo est fiable. Selon les études. Et merci d'être là encore ce matin, ou après l'après-midi. Hein, passez une excellente journée. Je vous invite à venir voir françoislambert.one, O-N-E. Et on se reparle demain matin. Même heure, même poste. Bye.